Bonjour à tous et merci de cette invitation. Merci de participer à cette riche discussion. Donc bien sûr, je vais traiter du sujet de la vaccination d'une façon générale en évoquant de ci, de là la situation du cancer. En introduction, je voudrais dire, et cela a déjà été signalé par des orateurs précédents, qu'on peut considérer que la vaccination contre le Covid est une prouesse scientifique unique dans l'histoire de la médecine, une prouesse industrielle, j'y reviendrai rapidement, et bien sûr au service de la santé publique. Mais c'est aussi une situation où les approvisionnements en doses de vaccins pendant longtemps a été insuffisante. Elle l'est d'ailleurs encore dans une certaine mesure. Et en tout cas, à l'échelle mondiale, elle l'est massivement. Cette vaccination est caractérisée par une organisation, une logistique complexe. Je n'entrerai pas dans les détails, mais il ne faut pas l'oublier. Et que la stratégie de vaccination est marquée par des modulations constantes, ce qui n'en simplifie pas la compréhension et donc le suivi, du fait de l'acquisition continue de connaissances. C'est une espèce de recherche en temps réel avec une application pratique immédiate. Et peut-être le point essentiel à mentionner en introduction, c'est de dire que la vaccination, mais vous le savez tous, est une condition sine qua non de sortie de crise, en n'oubliant pas qu'elle est indissociable du maintien des mesures barrières, cela a déjà été dit. Alors, prouesse scientifique, brièvement, mais je pense que c'est assez connu aujourd'hui, c'est la mise en point en moins d'un an de plusieurs types de vaccins qui se sont avérés efficaces, fondés sur, il ne faut pas l'oublier, sur des recherches longues. Pour les vaccins ARN, c'est 20 à 30 ans de recherche, sans parler de la recherche fondamentale, évidemment antérieure sur la compréhension de la biologie des ARN messagers, mais qui ont abouti en temps et en heure pour l'application au Covid. Et je voudrais quand même citer, à mon avis, les 3 personnes clés de cette aventure scientifique, dont d'ailleurs il serait intéressant de suivre le parcours personnel et scientifique, mais ce serait un peu trop long dans ce contexte aujourd'hui. Ces 3 personnes sont Catalina Carico, une chercheuse d'origine hongroise qui a fait une partie de sa carrière aux États-Unis et qui est maintenant en Allemagne, et le couple Sahin, donc de chercheurs d'origine turque qui, immigrés en Allemagne, ont développé la société BioNTech qui, avec la société Pfizer, a produit un des 2 vaccins ARN messagers. Je pense qu'on en réentendra parler de ces 3 personnes dans les mois et les années qui viennent à juste titre. C'est une prouesse industrielle parce que les industriels qui ont développé ces vaccins ont réussi donc en un temps record à produire des vaccins sûrs et efficaces en chevauchant ce qui n'avait jamais été fait, toutes les phases de développement, en respectant toutes ces phases. Il est important que chacun sache que les choses ont été faites comme il faut, mais beaucoup plus vite, et sans faire comme au préalable où chaque phase était, on attendait un résultat pour passer à la suivante. Tout s'est chevauché entre phase préclinique, les essais de phase 1, phase 2, phase 3, et la production en masse qui a commencé avant la fin des résultats. Et cette prouesse industrielle, elle a été rendue possible en fait par un soutien financier public majeur. Alors l'ironie de l'histoire retiendra que c'est essentiellement l'administration Trump qui a joué ce rôle de facilitateur politique, mais c'est majeur puisque à travers l'opération Warp Speed et quelques autres, c'est plus de 18 milliards de dollars d'argent public qui ont été investis dans la recherche et le développement des vaccins. Ceci a joué un rôle majeur. On peut évidemment regretter que la contribution de l'Europe est beaucoup plus limitée. Elle n'est pas nulle, mais elle est quantitativement beaucoup plus limitée. Donc les conséquences de ces investissements scientifiques, industriels, politiques, financiers, c'est que fin décembre, ont été approuvés d'abord approuvés 2 premiers vaccins de la classe des vaccins ARN messagers, donc une classe relativement nouvelle, puis assez vite ensuite, début janvier, un premier vaccin fondé sur les vecteurs adénoviraux, celui de la société AstraZeneca, initialement développé par l'université d'Oxford en Grande-Bretagne. Donc vous savez que les essais cliniques, et ceci a été confirmé en vie réelle, massivement dans les premiers pays qui ont vacciné, comme Israël en particulier, ou la Grande-Bretagne, protègent à plus de 90% contre la maladie, à plus de 95% contre les formes sévères et les décès, et ceci y compris chez les sujets âgés, ce qui a été une bonne surprise, alors même que ces vaccins sont sont très bien tolérés, les effets secondaires possibles existent, mais sont extrêmement rares, quelques chocs anaphylactiques très particuliers avec les vaccins ARN messagers. En ce qui concerne les vaccins fondés sur les plateformes d'adénovirus, le niveau de protection est un petit peu inférieur contre la maladie, mais le niveau de protection contre les maladies sévères est aussi bon, en tous les cas dans le contexte du virus initial et du variant anglais,
que ne le sont les vaccins ARN messagers. Donc, résultats qui sont évidemment très satisfaisants et ont permis le développement de façon massive de cette vaccination. En termes de tolérance, comme vous savez, en France, ça a eu un impact un peu plus fort qu'ailleurs, malheureusement. Les rares mais indéniables accidents thromboemboliques qui sont observés avec les vaccins adénovirus, notamment avec le vaccin AstraZeneca, on a un tout petit peu limité l'emploi. On peut en discuter si vous le souhaitez. Donc toutes sortes de questions se posent sur ces vaccins concernant la durée d'efficacité, l'effet sur la transmission, l'efficacité sur les variants, j'y reviendrai dans un instant. Le deuxième point concernant l'approvisionnement, donc le nombre de doses dont nous disposons, qui a défini la stratégie vaccinale. Dans un monde idéal, bien évidemment, on souhaiterait disposer d'emblée de doses de vaccins permettant de vacciner l'intégralité de la population. Et comme vous le savez, on en est bien loin. Juste pour vous rappeler, je pense qu'aujourd'hui, ça va nous paraître ridicule, mais au mois de janvier, donc le premier mois de vaccination dans la communauté européenne, en France spécifiquement, nous disposions de 1,5 million de doses de vaccins en janvier. En juin, ça sera plus de 25 millions, juste pour vous donner une idée de la progression de doses produites et de doses disponibles en France. Comme vous le savez, je vous le rappelle, les vaccins disponibles en France proviennent d'achats communs de la communauté européenne. Un point qui, à mon avis, est plutôt satisfaisant, même s'il a prêté à critique sur la rapidité et l'importance de l'engagement de la communauté européenne. Donc, dans ce contexte de limitation, il a été décidé, en fait, par la quasi-totalité des pays, de choisir une stratégie où, dans un premier temps, c'est la protection individuelle des personnes les plus vulnérables qui a été mise en avant. Donc, de très loin, et ça a été rappelé par vous tout à l'heure, le facteur de l'âge est de très très loin celui qui entraîne une gravité, une sévérité et un risque de mortalité. Donc, la première étape, et qui a été particulièrement marquée en France, je dois dire, peut-être plus que dans les pays voisins, a été délibérément de vacciner les résidents des EHPAD et d'autres maisons d'accueil des personnes âgées, ce qui, sur le plan logistique, n'était pas une mince affaire, mais qui a été réalisé avec succès aujourd'hui, puisque plus de 95% des résidents d'EHPAD ont été vaccinés. Donc progressivement, entre janvier, vaccination des personnes donc en maison de retraite, début de la vaccination pour des raisons évidentes des professionnels de santé, progressivement ensuite, au fur et à mesure de l'arrivée des doses de vaccins, janvier, février, mars, etc., les classes d'âge de plus en plus basses ont été, pour les classes d'âge de plus en plus basses, elles ont été, décidément, ont été accessibles à la vaccination, par exemple pour les plus de 75 ans hors EHPAD à la mi-janvier, en avril pour les plus de 55 ans, etc., etc. Je ne vais pas vous faire le calendrier précis, mais il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes à une étape absolument charnière de la vaccination, puisque à partir de lundi, donc dans 48 heures, la vaccination sera ouverte à tous les adultes de plus de 18 ans. Et donc, on sort de la phase qui avait défini la vaccination fondée sur des critères de protection individuelle pour entrer dans une phase de vaccination globale qui cherche à atteindre une protection collective, si possible une immunité de groupe, on pourra en reparler tout à l'heure, et ceci est donc juste le début de cette phase, avec la perspective que, compte tenu en principe des doses dont la France devrait disposer au mois de juin, juillet et août, que toute la population adulte, en tous les cas toutes les personnes qui le souhaitent, en espérant qu'elles soient le plus nombreuses possible, se vaccinent cet été. Et ceci dès le mois de juin, et avec une perspective, dont je rediscuterai dans un instant, d'ouverture vers les adolescents. Alors dans ce contexte, où en est-on ? Eh bien, hier, nous en étions à peu près à 25 millions de Français ayant reçu une dose de vaccin, et à peu près 38% de la population, et environ un peu moins de 11,5 millions de personnes qui ont été complètement vaccinées, c'est à peu près 17%. Actuellement, entre 600 et 700 000 personnes sont vaccinées chaque jour, ce qui est une prouesse, à mon avis, également organisationnelle assez forte. Comme vous savez, la vaccination se fait chez le médecin généraliste, chez le pharmacien, en médecine du travail, insuffisamment, mais cela se fait. Peut être faite par des infirmiers, y compris à domicile, insuffisamment, mais cela se fait. Et puis, surtout, se fait en centre,
de taille variable, mais l'ensemble donc permet, avec cette gamme de possibilités, de vacciner un grand nombre de personnes maintenant. Donc l'objectif devient celui d'une possible protection collective. Il est intéressant juste, un chiffre peut-être à citer, c'est que les vaccins ARN messagers représentent la grande majorité des vaccins injectés. C'est à peu près 30 millions pour 35 millions de doses injectées. Les vaccins adénovirus représentant seulement 5 millions environ de doses. Où en est-on en termes de couverture en fonction des classes d'âge, puisque à nouveau c'était l'objectif permettant de protéger, éviter un maximum de décès, d'hospitalisation et donc de morbidité associée au Covid. Pour les plus de 80 ans, aujourd'hui, un peu plus de 75% d'entre eux ont reçu une première dose, 62% sont totalement vaccinés. Pour la classe d'âge des septuagénaires, la mienne, c'est à peu près de 85% de la population qui a reçu une dose et 61% vaccinés complètement. Les 60-70 ans, c'est 69% pour première dose, 26% pour la deuxième dose. Donc aujourd'hui, un très grand nombre de personnes âgées ont reçu au moins une dose et un assez grand nombre d'entre elles sont donc en principe protégées. À côté de l'âge, le facteur maladie néanmoins intervient, même si on a vu qu'il intervenait avec un degré moindre. Mais la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, a rendu disponible ces jours-ci des taux de couverture vaccinale par grands groupes de pathologies. Et ce sont des informations très intéressantes parce qu'elles vont permettre de guider et d'orienter un effort de vaccination vers des groupes de patients qui sont insuffisamment vaccinés. En ce qui concerne les patients cancéreux, globalement, les chiffres sont disponibles sur le site de la CNAM, entre 60 et 70% des patients ont reçu au moins à ce jour une dose de vaccin, ce qui est pas mal, mais évidemment encore insuffisant et l'effort doit être poursuivi. Mais sachez qu'il y a quelques groupes de pathologies qui posent question parce qu'ils sont insuffisamment vaccinés et donc un effort doit être fait dans ce sens pour en améliorer la couverture. Il s'agit par exemple des personnes en situation de surpoids, il s'agit des patients atteints de maladies psychiatriques à début dans l'enfance, comme schizophrénie et autisme, et les situations les plus dures qu'on comprend, mais qui méritent effort, sont les situations de personnes en situation de dépendance alcoolique ou aux opiacés, où on arrive à des taux de vaccination extrêmement faibles. Alors, l'efficacité, elle est confirmée, je l'ai déjà dit tout à l'heure, en vie réelle, au-delà des essais cliniques, y compris, et ça a été une très bonne surprise, chez les personnes très âgées résidant d'EHPAD, avec plus de 80% de réduction du taux d'infection, plus de 90% de réduction des infections graves. Ceci a été confirmé dans différents pays, y compris dans des enquêtes en France, même si, de ci, de là, il persiste des clusters et donc un ensemble de personnes qui restent infectées et parfois gravement et qui méritent de poursuivre les efforts. L'efficacité, elle est marquée aussi globalement au-delà des personnes en EHPAD. Par exemple, l'étude EPIPHAR qui montre que pour les personnes âgées de plus de 75 ans, le taux d'hospitalisation a été réduit de près de 90%, ce qui est absolument considérable, et qu'on peut prendre un autre chiffre sans être excessif, mais que le taux d'hospitalisation des personnes âgées de plus de 80 ans a été réduit de 40% au même moment où le taux d'hospitalisation actuel des personnes âgées de moins de 60 ans a augmenté de 12% comparé au mois de mars. Donc on a encore un effet en termes d'hospitalisation du dernier développement, dernière vague d'infections liées aux variants britanniques en France, alors même qu'on observe une diminution très nette de la vaccination des personnes plus âgées grâce à la vaccination, dans le contexte évidemment du maintien des mesures barrières. La logistique est complexe, je ne vais pas être trop long sur ce sujet, mais juste rappeler les problématiques. Une qui malheureusement va persister est le fait que les vaccins se présentent en ampoules multidoses et non pas en dose unique, comme on a l'habitude d'utiliser dans les vaccins. Ça paraît absolument trivial, mais c'est un élément très sérieux de complication de la vaccination et ce n'est pas prêt de cesser faute de matériel disponible dans le monde. Et puis surtout les questions de congélation nécessaire des vaccins ARN, maintenant un tout petit peu atténués par le fait qu'on peut les garder un mois à 4 degrés, et sont aussi une limite et ont considérablement compliqué l'organisation des circuits d'approvisionnement, je ne peux pas dans les détails, de ces vaccins vers les lieux de vaccination et les pharmacies. La stratégie doit être modulée en fonction des progrès des connaissances, et ceci
est indispensable pour faire au mieux, mais aussi pose problème en termes de compréhension par le public, donc les personnes concernées par la vaccination. Par exemple, le vaccin AstraZeneca n'a pas été initialement proposé aux personnes âgées de plus de 65 ans, parce qu'il n'y avait pas de données dans les essais cliniques, mais les Britanniques ont montré en vie réelle que ce vaccin était efficace au-delà de l'âge de 65 ans. Donc ensuite, cela a été modifié. Et puis, à contrario, lorsque le signal de survenue, même si cela est rare, d'événements thromboemboliques particuliers associés à ce vaccin a été clairement identifié, il a été décidé, à juste titre, je n'entre pas dans les détails du raisonnement en termes de risque, mais de ne pas proposer ce vaccin en France aux personnes âgées de moins de 55 ans. Mais ceci pose problème de compréhension et de fait, il faut le reconnaître, mais je ne pense pas que cela ait été objectivement évitable, il y a un désamour certain pour ce vaccin qui fait qu'il n'est sous-utilisé en France. Je dis bien en France, ce n'est pas le cas en Allemagne ou en Espagne par exemple, mais c'est ainsi. Il y a eu d'autres adaptations nécessaires pour les sujets très immunodéprimés, comme les patients ayant reçu des transplantations d'organes. Il s'avère que probablement 3 doses sont nécessaires. Il a été préconisé aussi, par exemple, de vacciner l'entourage. Et pour quelques situations particulières de sujets cancéreux, cela a été mis en place. Et ceci peut être modifié en fonction des progrès des connaissances. Je fais allusion aux patients qui ont différents types de traitements pour leucémie lymphoïde chronique et certains types de traitements pour lymphome B. Alors, à ce stade, toute une série de questions se posent qu'il faut évoquer brièvement. La première, c'est la durée de protection des vaccins. Nous savons aujourd'hui que pour les vaccins ARN messagers, la protection est démontrée, protection clinique, c'est évidemment l'essentiel, contre la survenue de l'infection et des infections graves, en particulier pour une durée de 6 mois. Ceci est observé dans les données de vie réelle, pas uniquement maintenant dans les données des essais cliniques, mais bien évidemment, il sera important de savoir ce qu'il en sera dans 3 mois, dans 6 mois, en fonction de l'acquisition des connaissances. Et évidemment, derrière se pose la question des rappels, pour lesquels il est trop tôt aujourd'hui pour définir une politique, mais on peut, disons, envisager logiquement que les premières personnes pour lesquelles un rappel devra être préconisé sont les personnes les plus fragiles, donc les personnes âgées, ce d'autant que ce sont les premières qui ont été vaccinées. Donc peut-être à l'automne, on verra, et en y incluant, pour des raisons évidentes également, les professionnels de santé. Pour le reste de la population, contrairement à ce que les industriels essayent de nous dire aujourd'hui qu'il faut faire des rappels très très vite, pas sûr qu'ils soient toujours très objectifs dans leur argumentation, mais enfin on peut penser, sauf évolution en termes de variants, que la nécessité de rappel se situera plutôt ensuite à l'année suivante, donc courant 2022. Est-ce que les vaccins préviennent la transmission du virus? C'est une notion évidemment tout à fait fondamentale, et en particulier à la recherche d'une immunité de groupe. Les données concernant, en tous les cas, les vaccins ARN suggèrent que oui, ce n'est pas une démonstration encore absolument formelle, mais enfin les données obtenues d'Israël, du Qatar et maintenant aussi des États-Unis suggèrent qu'il en est ainsi, ce qui évidemment favorise potentiellement l'acquisition de l'immunité de groupe, même si on sait que pour acquérir cette immunité de groupe, compte tenu de ce qui vous a été indiqué tout à l'heure sur le degré de transmission des variants actuellement circulants, il faudra vacciner une très grande fraction de la population adulte. Arnaud Fontanet a parlé de 90%. Je pense qu'effectivement, c'est malheureusement un chiffre minimal et qu'il est possible que la vaccination des adolescents, au moins, soit nécessaire, certes pour les protéger individuellement pour leur propre, spécifiquement les questions médicales liées au Covid des adolescents, mais aussi pour favoriser l'immunité de groupe et la protection de tous. La question des variants est évidemment fondamentale en termes de vaccination. Je ne reprends pas les points concernant les différents types de variants et leurs conséquences, soit sur la transmission, soit sur la réponse immunitaire. Ce qui est clair, c'est que les vaccins disponibles aujourd'hui sont grosso modo efficaces. Pour aller dans les détails, évidemment, ce n'est pas tout à fait égal, mais les données sont plutôt rassurantes, avec une solidité des données plus fortes concernant les vaccins ARN messagers que les vaccins fondés sur la plateforme adénovirale. Mais en tout état de cause, nous ne sommes pas à l'abri, bien évidemment, de l'émergence de nouveaux variants qui seraient plus résistants à l'immunité induite par les vaccins donc disponibles actuellement que ne le sont les variants circulant actuellement, y compris ceux qui sont
disons, potentiellement les plus dangereux, comme le variant sud-africain, pour ce qui est de la réponse immunitaire. Alors, ceci implique un effort d'anticipation qui a été entrepris par les industriels, c'est-à-dire de préparer une nouvelle génération de vaccins, ce qui, notamment avec les plateformes ARN messager, mais non exclusivement, devient plus facile et plus rapide à faire. Et aujourd'hui, en tous les cas, Pfizer et Moderna sont en train de tester des vaccins fondés sur la séquence de la spike, la protéine donc immunisante principale, qui est celle du variant sud-africain, soit seule, soit mélangée avec le variant, avec la spike initiale, non mutée. Et il est probable, en tous les cas largement plausible, que c'est ce type de vaccin qui sera utilisé ultérieurement, à condition de s'assurer qu'il reste aussi efficace, ce qui est probable, mais à démontrer, sur les variants circulant aujourd'hui, notamment le variant britannique. Mais cette anticipation est susceptible d'apporter une protection, on peut le penser, assez rapide sur un potentiel variant qui émergerait à partir d'un des variants actuels, c'est-à-dire une espèce de variant de variant, et qui nous mettrait à l'abri de ces problèmes. Un point évidemment, un autre point critique, mais je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus, c'est celui de l'adaptation des mesures concernant les mesures barrières en fonction des progrès de la vaccination. Cela a déjà été en partie évoqué. Ce n'est pas un sujet complètement simple. Il doit aussi évidemment être fondé sur le niveau de circulation du virus, éventuellement l'émergence de variants. Ce sont des sujets en pleine réflexion. Et je voudrais en gros terminer en évoquant les limites à l'efficacité de la vaccination. Il y en a de plusieurs ordres. Le premier, donc, c'est limite d'efficacité. Je l'ai évoqué brièvement, je n'y reviens pas, sur des sujets immunodéprimés, et ce qui implique quelques patients atteints de cancer. Et je pense que là, il est extrêmement important que des études très précises soient menées pour bien identifier ces patients qui nécessitent potentiellement une stratégie vaccinale différente, au moins une 3e dose, d'une meilleure protection, entre autres. Et puis, il y a ensuite les situations où les gens sont insuffisamment vaccinés. Ça concerne les personnes âgées de plus de 80 ans, qui, je l'ai dit tout à l'heure, sont moins vaccinées que les sujets qui ont 10 ans de moins. Ça concerne les populations précaires, en situation de précarité, qui regroupent un très grand nombre de situations différentes. Bref, des inégalités sociales face à la vaccination qui rejoignent d'autres inégalités sociales qui posent problème. Et ça rejoint aussi quelques situations de pathologie chronique. J'ai évoqué tout à l'heure certaines maladies psychiatriques et d'autres, je n'y reviens pas. Et donc un effort est nécessaire, qui est entrepris, je ne sais pas s'il est suffisamment, parce qu'il est complexe, pour aller vers toutes ces populations et faire en sorte qu'on puisse les protéger, comme les autres qui sont moins défavorisés pour telle ou telle raison. Donc ça implique l'engagement d'équipes mobiles, d'infirmiers, de médecins qui vont chez les personnes âgées qui sont peu mobilisées, par exemple. C'est la formation ou l'ouverture, comme cela existe notamment en Seine-Saint-Denis, de centres dédiés à la vaccination des personnes en situation de précarité. C'est par exemple des campagnes de téléphone systématiques par la CNAM auprès des personnes âgées, auprès des personnes atteintes de tel ou tel type de pathologie. C'est la fourniture aux médecins généralistes de la liste de leurs malades non encore vaccinés pour qu'ils les contactent. Enfin bref, d'essayer par différents canaux qui sont relativement complexes et avec une efficacité qui n'est pas optimale de permettre de vacciner les gens qui aujourd'hui ne le sont pas pour des raisons médicales, sociales ou des raisons d'âge. La question des adolescents et des enfants, j'en ai déjà dit un tout petit mot tout à l'heure, brièvement. Les adolescents, évidemment, et encore moins les enfants, sont beaucoup moins susceptibles de développer des infections graves. Néanmoins, il y a une forme particulière de maladie chronique, atteinte inflammatoire, pas tout à fait chronique, retardée par rapport au début de l'infection qui survient chez l'enfant. Il y a eu environ 500 cas en France en un an, 125 chez les adolescents. Sont en règle pas, en France il n'y a pas eu de décès, bien qu'il y en a eu quelques-uns à l'étranger, mais ce sont des complications qui nécessitent longue hospitalisation et thérapeutique lourde, donc les prévenir serait une bonne chose, de même qu'il serait certainement bénéfique de pouvoir, en s'aidant de la vaccination, prévenir les conséquences psychologiques et parfois psychiatriques observées chez des adolescents. Si on ajoute la notion évoquée tout à l'heure de participation à la transmission du virus
des adolescents. Ça fait donc à peu près 3 types d'arguments qui peuvent justifier la vaccination des ados, pour lequel l'Agence européenne a donné hier, je parle de la tranche des 12-15 ans, l'autorisation, et donc une situation qui devrait permettre de mettre en place cette vaccination à partir du moment où les données de sécurité, ce qui semble être le cas, et d'efficacité, c'est certainement le cas, sont réunies. Pour terminer, 2 points. Un point important et qui est devant nous, c'est l'adhésion et la confiance de la population en la vaccination. On a constaté qu'au fur et à mesure que celle-ci se développait dans les enquêtes d'opinion, c'est un recul très net de l'hésitation, voire de l'opposition à la vaccination, qui est à peu près tombé de 50 à 20% en 4 mois, ce qui est assez spectaculaire. Il est probable qu'il y ait un effet d'entraînement progressif par les membres de la famille, par les collègues de travail, par les amis qui font que finalement la vaccination s'impose pour beaucoup comme une forme de norme sociale. C'est normal, entre guillemets, de se vacciner. Et évidemment, c'est une bonne chose. Il faut insister sur le rôle des professionnels de santé et les personnes de première ligne pouvant apporter des informations qui rassurent et permettent aux gens d'être convaincus que c'est certainement pour elles une bonne chose de se vacciner. Néanmoins, on ne peut pas tout à fait écarter qu'on arrive à un moment à un plafond, comme cela s'observe actuellement aux États-Unis, où la vaccination a régressé. Le taux de vaccination, le nombre de personnes vaccinées chaque jour est en diminution, lié au fait que les personnes qui voulaient absolument se vacciner l'ont été, et que maintenant, il reste une fraction de la population qui est moins enthousiaste, ou parfois ne souhaite pas se vacciner. Donc, est-ce que nous allons être confrontés à cette question en France ? C'est un point majeur, parce que s'il s'avérait, si je prends les derniers chiffres, que 20% des Français ne se vaccinent pas, nous serons dans une situation où le virus continuera à circuler. Certes, un grand nombre de personnes seront protégées, mais il restera des personnes fragiles, y compris des personnes âgées, des personnes malades qui ne seront pas protégées, soit parce qu'elles n'ont pas été vaccinées, soit qu'elles ont été vaccinées, mais dans 10% des cas environ, la vaccination n'est pas efficace. Donc cela n'est certainement pas une situation qu'il faille laisser perdurer autant que faire se peut. Est-ce qu'il faut aller pour autant jusqu'à des mesures incitatives, comme cela se développe aux États-Unis ? Je ne suis pas absolument convaincu de mon point de vue, voire, comme certains le suggèrent, une vaccination obligatoire. Je pense que dans l'état actuel des choses, la réponse est certainement négative, mais on ne peut pas strictement écarter, dans un bénéfice collectif, cette question si d'aventure l'adhésion à la vaccination n'était pas à la hauteur des espérances. Mon tout dernier point, j'espère que je ne suis pas trop long, je ne sais plus, concerne c'est de sortir de l'Hexagone et de considérer la situation à l'échelle mondiale. Certains pays ont beaucoup vacciné, sont franchement en avance sur nous, Israël, les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais d'autres pays sont bien derrière nous, y compris des pays riches qui ne considèrent pas encore la vaccination comme si importante parce qu'ils se sont très bien protégés contre le Covid, comme le Japon, la Corée par exemple, et puis un grand nombre de pays avec des moyens limités, l'Afrique subsaharienne, mais aussi dans une certaine mesure, par exemple l'Indonésie, ont très peu vacciné, et évidemment ceci pose problème. À ce jour, évidemment, le facteur limitant premier, c'est le nombre de doses disponibles. À ce jour, environ 1,6 milliard environ de doses ont été produites, donc on est loin des 8 fois 2, si on donne 2 doses par personne, 16 milliards de doses nécessaires pour vacciner toute la planète. Les perspectives de production pour 2021 pourraient atteindre jusqu'à 11 milliards. Si c'est exact, c'est une nouvelle plutôt bonne, mais en tout état de cause, on sait que la majorité des doses de vaccins ont été préemptées par les pays riches et que ceci pose problème et que les mécanismes correcteurs qui existent, comme par exemple le système COVAX développé par l'ONU, un certain nombre d'agences et d'agences privées également, pour redistribuer les vaccins, je n'entre pas dans les détails, aident, mais sont encore largement insuffisants. Donc les solutions ne sont pas tout à fait simples, elles sont à la fois de nature politico-économique, par exemple l'accès aux droits de production avec l'ouverture des droits sur les brevets, c'est probablement une bonne chose, mais c'est malheureusement insuffisant parce qu'il y a d'autres facteurs limitants que sont l'accès aux matières premières, des choses aussi stupides que le verre pour faire des flacons qui contiennent le vaccin, mais des membranes et toute une série d'autres produits nécessaires à la production des vaccins. Le nombre d'usines de production est insuffisant et les hommes également.
Donc le challenge, il est à la fois politique, économique et technique pour en faire en sorte que la production de vaccins soit suffisante dans un délai pas trop lointain pour l'ensemble de l'humanité, ce qui est évidemment nécessaire tant pour des raisons de justice que pour des raisons qui nous intéressent tous, par le fait de limiter les risques de voir émerger un nouveau variant qui en rebond reviendrait provoquer une nouvelle épidémie avec un virus qui serait relativement résistant aux vaccins disponibles. Donc voilà, j'ai terminé ce petit panorama. Je pense qu'on peut dire que c'est quand même à nouveau, comme je le disais en introduction, que l'histoire de cette vaccination en si peu de temps est un immense succès sur lequel on peut essayer de fonder la politique la plus efficiente possible pour le rendre disponible pour tous. C'est un sujet fragile, la problématique des variants, la problématique de l'acceptation de la vaccination notamment, sont devant nous et doivent être suivis et scrupuleusement et éventuellement nécessitent action si besoin. Je vous remercie pour votre attention. Merci, vraiment merci beaucoup Alain. J'imagine qu'il y a quelques questions. Non ? Merci Alain. Je pense que les auditeurs réalisent la chance de pouvoir poser des questions en direct à Monsieur Vaccin. D'ailleurs, une petite question, on ne pourra pas toutes les prendre. Je commence par une question que je trouve très intéressante parce qu'elle montre une raison de la crainte de certains par rapport au vaccin à mRNA qui pourrait modifier notre génome. Oui, oui. Et la question précise, c'est quel est l'impact de la vaccination Covid sur le génome de patients avec des mutations BRCA. Ah, c'est très précis. Alors la réponse honnête à cette question, c'est que stricto sensu sur ce point-là, je ne suis pas sûr qu'il y ait des données disponibles, mais on peut se permettre une réponse plus globale et rassurer la personne qui pose cette question et d'autres qui pourraient se la poser, et aussi contredire un certain nombre de fake news malheureusement diffusées par quelques scientifiques égarés, on va dire. C'est que l'ARN messager qui est administré et qui rentre donc dans les cellules, essentiellement les cellules présentatrices d'antigènes qui induisent les réponses immunitaires des lymphocytes T et des lymphocytes B, est présent d'abord très peu de temps. Il s'est très très vite dégradé, c'est de l'ordre de 2-3 jours, ça a été étudié assez près. Et que cet ARN messager est là où il doit être pour être efficace, c'est-à-dire dans le cytoplasme. Il n'a guère moyen d'entrer dans le noyau, mais même si par petit nombre de molécules il pouvait entrer dans le noyau, ce qui est plausible, pourquoi pas, eh bien, il ne peut pas recombiner avec l'ADN, donc il ne peut pas modifier l'ADN. Et des éléments, au-delà de ce raisonnement théorique, enfin semi-théorique, on peut aussi ajouter que les vaccins ARN sont déjà utilisés depuis plusieurs années dans le domaine du cancer, à titre d'immunothérapie, par les mêmes. D'ailleurs, les collègues Sahin de BioNTech ont développé depuis plusieurs années des essais thérapeutiques de vaccination par utilisant l'ARN pour stimuler les réponses immunitaires de sujets cancéreux. Donc il y a un recul de plusieurs années sans le moindre effet secondaire de ce type. Et on peut encore ajouter, pour essayer de rassurer si c'est possible un peu plus, que dans d'autres domaines de la médecine, on utilise des ARN à titre thérapeutique pour certaines maladies rares, les porphyries, la myotrophie spinale et d'autres, à des doses d'ARN injectées par malade qui sont 5000 fois supérieures à peu près en ordre de grandeur à ce qui est dans les vaccins, et encore et de façon répétée chaque mois. Et qu'il y a quelques éléments de toxicité, mais qui n'ont rien à voir avec l'ADN. Donc je pense qu'on peut être parfaitement rassuré sur l'innocuité à l'égard de notre génome des vaccins ARN. Merci, c'est une réponse importante parce que beaucoup de patients se posent cette question, fait certaines confusions entre ARN et ADN. Alors il y a plusieurs questions sur vaccin adénovirus et vaccin mRNA. Je regroupe un petit peu. Est-ce qu'il faut préférer les vaccins adénovirus? Est-ce que adénovirus puis mRNA, c'est vraiment bien, ou l'inverse? Oui, alors on pourrait discuter assez longuement, de faire un bilan très précis, mais disons, le point essentiel, aujourd'hui en France, l'immense majorité des cas de Covid sont liés aux variants dits britanniques. Et à l'égard du variant britannique, les deux types de vaccins, ARN messager ou à adénovirus, sont également efficaces pour nous protéger contre la maladie et surtout contre une forme grave de la maladie, ce qui est quand même l'essentiel. Ce qui veut dire que pour les personnes pour lesquelles les vaccins à adénovirus
sont disponibles, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 55 ans, pour réduire les risques de complications type thromboembolique, certes rares, mais quand même qui peuvent être plus sévères et qui surviennent plutôt un peu plus chez des personnes plus jeunes, eh bien, il est tout à fait légitime de pouvoir recevoir un vaccin adénovirus sans crainte pour les personnes quand on a plus de 55 ans. Deux questions ponctuelles de contre-indication. Le fait d'avoir un traitement hormonal pour un cancer, je suppose, du sang, est-ce que c'est une contre-indication au vaccin ADN, enfin vaccin non ARN? Cela dit, vaccin adénovirus, c'est un vaccin ADN. Hein. Oui, j'ai bien pour ça que j'ai fait ce lapsus. On peut le rappeler, mais ce qui non plus ne pose pas de problème à l'égard de l'ADN, et on peut être rassuré aussi sur ces vaccins-là. Non, l'hormonothérapie n'est en rien une contre-indication. À vrai dire, il n'y a pas beaucoup de contre-indications à la vaccination, et les quelques problèmes qui existent peuvent être maîtrisés en utilisant l'autre classe de vaccins. Par exemple, pour les personnes qui sont absolument exceptionnelles, ont une intolérance au polyéthylène glycol, qui est un constituant des vaccins ARN, on peut utiliser les vaccins adénovirus, par exemple. Il n'y a quasiment pas de contre-indication à la vaccination contre le Covid, je pense qu'il faut le savoir. Une question très ponctuelle. J'ai une paralysie faciale, est-ce que c'est une contre-indication à un vaccin? Non, alors je pense que la question est posée parce qu'il a été fait état de quelques cas de paralysie faciale de mémoire avec les vaccins ARN messagers dans l'essai clinique. Je crois que c'est de Pfizer en phase 3, mais ça ne s'est pas confirmé. Donc en tout état de cause, ce n'est pas évidemment une contre-indication. Et puis, la question à laquelle tu as en partie répondu, mais compte tenu du fait qu'on n'arrivera probablement jamais à vacciner tout le monde parce qu'il y aura des gens réfractaires, pourquoi on n'a pas la vaccination obligatoire? Je sais. Alors, c'est la position de certains de mes collègues à l'Académie de médecine. Je ne commenterai pas plus sur cette position-là, enfin, plus sous l'angle de l'Académie de médecine, mais je pense qu'aujourd'hui, même si sur le principe, je pense que l'obligation vaccinale est un concept qui peut être appliqué, comme ça l'est chez les jeunes enfants, mais cela a été chez les jeunes enfants dans un contexte où étaient en question des vaccins administrés depuis des dizaines d'années, très bien connus, et par ailleurs dont on observait une diminution progressive d'utilisation, qui était problématique. Là, aujourd'hui, dans l'immédiat, la question ne se pose pas, parce on n'observe pas de plateau ou de situation de blocage à l'égard de la vaccination. Tous les vaccins disponibles, sauf les AstraZeneca, pour une raison qui n'a rien à voir, sont utilisés à flux tendu. Et donc il n'y a pas de limite à la vaccination et les gens continuent de se vacciner. Donc on est en situation où, en théorie, est-ce qu'il en sera ainsi, on verra, mais on peut espérer atteindre des couvertures vaccinales extrêmement élevées, comme on l'observe chez les personnes âgées, par exemple, tous les cas les gens de 60-70 ans. Donc je pense, pour moi, que le recours à l'obligation, qui pose quand même un certain nombre de problèmes en termes d'acceptabilité aujourd'hui, ne pourrait se poser que si on était en situation de crise, c'est-à-dire que d'une part, une fraction insuffisante de la population était vaccinée, et que d'autre part, on était face à une menace de virus qui était vraiment problématique. Mais dans le contexte actuel, ce n'est pas la question. La question, c'est de cibler et d'arriver à vacciner les gens qui ont besoin de l'être. J'ai évoqué tout à l'heure les personnes très âgées, les populations précaires, un certain nombre de personnes atteintes de maladies graves vers lesquelles il faut aller. C'est ça l'objectif actuel. Une dernière question qui concerne plus de personnes que la paralysie faciale. Les sujets allergiques, je crois que la réponse est connue, mais... Oui, sauf si c'est une réaction allergique après une première dose d'un des vaccins dont on parle, qui sont rigoureusement exceptionnels, où il faut dans ce cas-là changer de vaccin, mais sinon l'allergie n'est pas une contre-indication à aucun des vaccins.